Bonjour, donc on va terminer la journée avec la session 3 sur le fretting fatigue. Alors je me présente d'abord, je m'appelle Siegfried Fouvry de l'École centrale de Lyon. Et donc on va avoir quatre présentations. Et la première présentation qui va porter sur le fretting fatigue sur les câbles d'ancrage offshore, qui présente donc un couplage numérique et expérimental sur la prédiction de durée de vie. Donc cette présentation va être donnée par Monsieur Sébastien Montalvo, qui est une collaboration entre le LTDS École centrale de Lyon et l'IFP Énergie. Il y a plein de gens qui sont pas là. Okay. Bonjour tout le monde. Alors. C'est tout bon, ouais. Ok. Bonjour tout le monde. Donc, comme venait de le dire Siegfried Fouvry, je vais vous parler de fretting fatigue dans un câble d'ancrage offshore et des impacts que ce type d'endommagement a sur la durée de vie de ce câble. Moi, je suis doctorant, donc comme le disait Siegfried, Siegfried Fouvry. C'est une collaboration entre le LTDS et l'IFEN. Et Siegfried Fouvry est mon directeur de thèse, et Michael Martinez est mon autre encadrant. Donc, je vais commencer par un petit peu de contexte. Donc, l'éolien offshore flottant, c'est un concept qui est encore au stade pré-commercial, mais qui est en plein développement. Donc, on a une éolienne posée sur un flotteur, lequel est relié au fond de la mer par des lignes d'ancrage. Donc, dans le cas qui nous intéresse, ces lignes d'ancrage sont constituées de câbles monotorons, constitués de fils d'acier enroulés en hélice autour d'un fil central et organisés en couches superposées. Donc, entre les fils des différentes couches, on a des contacts ponctuels. Donc, sous l'effet de la houle, du vent et de la poussée d'Archimède, ces câbles sont soumis à de la tension et de la flexion variable, ce qui génère des déplacements relatifs entre les fils. Donc ça, c'est la définition même du fretting, un déplacement relatif cyclique de très faible amplitude entre deux solides en contact. Donc les fils sont également soumis à une sollicitation de fatigue, donc une contrainte cyclique dans un solide. Et la combinaison des deux, le fretting fatigue, est un type d'endommagement qui génère des risques de rupture importants. Donc, sachant cela, l'objectif... Oui. Pardon. Et donc, du coup, il faut que je fasse quelque chose. Ah, bah, je peux recommencer sinon. Ok. Alors, est-ce que c'est bon là maintenant? Je teste. 1, 2, 1, 2. Oui, bah, oui, pour doute, mais... ok, bah, je continue alors. Donc l'objectif, c'est de prédire le risque de rupture d'un fil en n'importe quel endroit du câble. Donc quelques petits points importants. Ces fils sont des fils d'acier qui sont zingués pour servir de protection contre la corrosion et graissés pour empêcher l'eau de pénétrer. Et le câble est également protégé par une gaine en polymère. Donc ça empêche l'eau de mer de pénétrer. Donc la démarche globale qu'on va utiliser pour prédire ce risque de rupture, c'est d'abord modéliser numériquement le câble, donc un modèle élément fini, et ensuite le soumettre à de la tension et de la flexion variable, ce qui va nous permettre d'obtenir les chargements locaux, donc les contraintes dans les fils et les forces de contact entre les fils. Ensuite, on va pouvoir appliquer ces chargements locaux à un modèle numérique du contact entre deux fils, un monocontact. Et le maillage qui est beaucoup plus fin va nous permettre de calculer un critère de risque de rupture. On va aussi appliquer ces chargements, exactement les mêmes, lors d'essais expérimentaux de fretting fatigue,
et ce qui va nous permettre de déterminer la durée de vie de ces fils. On va ensuite pouvoir vérifier que les prédictions qu'on fait collent bien avec les résultats expérimentaux. Donc maintenant qu'on a vu un peu le contexte, je vais vous expliquer le plan de la présentation. Donc d'abord quelques points de bibliographie qui vont nous être nécessaires pour bien comprendre les résultats qui viennent ensuite. Ensuite, des parties sur la simulation numérique du câble et d'un monocontact. Et enfin, toute la partie expérimentale avec les matériaux, le montage et les résultats. Donc, pour la bibliographie, lorsqu'on a deux solides en contact les champs de pression et de cisaillement génèrent les champs de pression et de cisaillement au niveau de l'interface de contact génèrent des fissures. Donc on a de l'amorçage de fissures. Et il est possible, grâce à des critères de fatigue multiaxiale, de prédire ce risque d'amorçage. Toutefois, dans le cas du fretting seul, ces fissures ne se propagent pas au-delà d'une certaine profondeur, parce qu'au fait, les champs de contrainte diminuent rapidement quand on s'éloigne de contact, et donc les fissures ne se propagent plus. Toutefois, dans le cas du fretting fatigue, la sollicitation de fatigue prend le relais de la propagation de la fissure, et ça peut mener à la rupture complète de la pièce, donc dans le cas qui nous intéresse, du fil d'acier. Maintenant, une petite partie sur les notions de glissement partiel et glissement total. Donc pour les personnes qui connaissent le fretting, sont très familières, mais j'ai voulu réexpliquer ça. Donc pour l'instant, imaginez un poinçon qui est en contact avec une surface fixe. On vient appliquer une certaine force normale P sur le poinçon, puis une certaine force tangentielle cyclique assez petite sur le poinçon. Donc on va pouvoir mesurer un déplacement du poinçon, qu'on appelle aussi débattement. Donc, au niveau du contact, ce qu'on va avoir, c'est au centre une zone toujours collée, donc aucun déplacement relatif, et sur les bords, une zone glissante. Donc c'est pour ça qu'on parle de glissement partiel. Ensuite, si on augmente l'amplitude de la force tangentielle, la taille de la zone glissante va augmenter jusqu'à ce qu'elle recouvre toute la zone de contact, et on parle alors de glissement total. Donc si on trace l'amplitude de la force tangentielle en fonction de l'amplitude de débattement, c'est ça que ça veut dire, ces petites étoiles, on obtient cette courbe. Donc on a bien la différence entre glissement partiel et glissement total. Ce qui est intéressant de faire aussi, c'est de tracer la force tangentielle en fonction de l'amplitude, en fonction du débattement pour un seul cycle. C'est ce qu'on appelle le cycle de fretting. Donc en glissement partiel, on a cette forme caractéristique d'ellipse, et en glissement total, cette forme caractéristique de parallélogramme. Donc ce qui est important ici à retenir, c'est qu'on peut très facilement savoir si notre contact il est en glissement partiel ou en glissement total à partir de la forme du cycle. Donc allons-y pour la simulation numérique du câble. Donc le câble qu'on modélise est constitué de 361 fils organisés en 12 couches, et on va modéliser environ 1,60 m de câble. Donc pour donner un ordre de grandeur, ça correspond à environ 60 000 contacts ponctuels entre les fils. Donc pour que le coût de calcul reste raisonnable, on utilise des éléments poutres. On spécifie un certain coefficient de frottement, et on modélise la gaine en polymère grâce à des éléments solides. Donc une fois qu'on a modélisé ça, on va pouvoir lui appliquer les chargements. Donc une certaine tension qui correspond à la valeur en service. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est encastrer la gaine sur une certaine distance. Ça permet de modéliser un peu ce qui se passe au niveau, modéliser un peu l'embout, donc ce qui se passe au niveau du flotteur. Et on applique une certaine flexion latérale, donc qui correspond à un angle de plus ou moins 0,5 degrés. Enfin, on va utiliser le solver Abaqus explicite pour résoudre cette simulation. Donc, un petit point sur la sollicitation de fatigue. Donc, elle est constituée de deux points. Elle est en deux parties. Donc, une contrainte moyenne et une amplitude de contrainte. Donc, lorsqu'on trace la contrainte moyenne
dans le câble en fonction de l'axe du câble, donc Z. On constate, donc là on a les contraintes pour tous les fils, mais les fils sont organisés en couleurs pour les différentes couches. On constate que la contrainte est quasiment la même partout, pour tous les fils, donc ce qui est totalement cohérent avec les solutions analytiques. Et quand on trace l'amplitude de contrainte, on observe une dépendance à la position axiale, mais aussi à la position circonférentielle. Donc, qu'est-ce que c'est que la position circonférentielle? C'est tout simplement ce petit angle θ qu'on peut voir en haut à droite. Donc, ensuite, on va s'intéresser plus particulièrement aux contraintes proches de l'embout, donc dans cette zone indiquée ici. Et lorsqu'on trace ces contraintes en fonction de la position circonférentielle, on obtient ceci. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que grâce à cette simulation du câble, on peut obtenir facilement le chargement de fatigue en n'importe quel point. Donc, sachant cela, on voit qu'on a une large plage de chargements locaux de sollicitation de fatigue à explorer. Donc, pour le moment, ce qu'on a fait, c'est choisir un chargement de référence, indiqué ici. Et pour les forces de contact, donc les forces normales, les forces tangentielles, les résultats numériques sont trop bruités pour être exploitables directement. Du moins, c'est assez compliqué. Donc, la solution qu'on a trouvée pour cela, c'est d'utiliser une solution analytique pour la force normale, qui est d'ailleurs cohérente avec les résultats numériques qu'on observe. Et pour la force tangentielle, de la faire varier entre 0 et puis son maximum qui correspond à du glissement total. Donc ensuite, on va pouvoir appliquer ces chargements au cas d'un monocontact, enfin les chargements qu'on vient d'obtenir au cas d'un monocontact. Donc le monocontact est modélisé avec des éléments solides, on lui donne un comportement élastique, et on va appliquer un chargement de référence, donc une certaine sollicitation de fatigue au fil, une certaine force normale et une certaine amplitude de débattement, donc une certaine force tangentielle. Là, je fais un petit aparté pour vous expliquer une variable, l'amplitude de débattement effective, qui est égale à l'amplitude de débattement au niveau de ce point de référence mesuré, moins un delta 0, qui correspond à l'amplitude de débattement lorsque la force tangentielle est nulle. Au fait, ce delta 0, il est dû à la sollicitation de fatigue. Si la sollicitation de fatigue était nulle, ce delta 0 serait nul. Mais comme quand on applique une sollicitation de fatigue, on déforme le cylindre inférieur, en fait, on a un déplacement de la zone de contact, et il faut le prendre en compte. Donc, mais considérez que le delta effectif, c'est un déplacement relatif, corrigé de l'influence de la fatigue. Et delta effectif T, c'est l'amplitude de débattement à la transition entre le glissement partiel et le glissement total. Donc ça va nous être utile pour normaliser toutes nos courbes. Donc ensuite, ce qu'on fait, une fois on va calculer la contrainte équivalente de Crossland. Donc c'est une contrainte qui dépend du tenseur des contraintes et de la variation du tenseur des contraintes et de certains paramètres matériaux. Et lorsque cette contrainte dépasse une certaine valeur seuil, alors ce critère de fatigue multiaxiale prédit qu'on aura un amorçage de fissure. Donc c'est ce qu'on a fait ici pour cette simulation, qu'on a reproduit plusieurs fois avec plusieurs amplitudes de débattement. Donc ici, on a le maximum de la contrainte de Crossland en fonction de l'amplitude de débattement, et en pointillé la valeur seuil. Donc ça, ce que ça indique, c'est qu'au-delà d'une certaine amplitude de débattement, on aura théoriquement un amorçage de fissure. Du moins, ce critère prédit qu'on aura un amorçage de fissure. Donc maintenant, on est parti sur les résultats expérimentaux. Donc les fils qu'on utilise, c'est des fils en acier au carbone à haute limite élastique. Donc
à une limite élastique de 1800 mégapascales, donc un certain diamètre de 5 mm, qui sont protégés par un revêtement de zinc de 50 microns d'épaisseur. Pour certains essais, on a enlevé ce revêtement grâce à une attaque chimique, on verra un peu plus tard. Et sur certains essais, on a aussi rajouté de la graisse, donc, pour reproduire ce qui se passe vraiment dans le câble. Donc tout ça, c'est fourni par ArcelorMittal, le fabricant de ces câbles. Donc pour le montage expérimental, ce qu'on a, c'est un fil éprouvette sur lequel on vient mettre en contact un fil poinçon. Ensuite, on va appliquer une force normale sur le fil poinçon. Et pour éviter que le fil éprouvette se déforme, on vient mettre en vis-à-vis un certain contrecorps. Et grâce à un vérin hydraulique, le vérin de fretting, on vient appliquer une certaine amplitude de débattement au fil poinçon et au contrecorps, les deux étant reliés cinématiquement. Ensuite, grâce à un deuxième vérin, le vérin de fatigue, on vient appliquer une certaine contrainte cyclique. Donc, ça ressemble à ça en réalité. Donc, à gauche, on a un zoom sur la zone de contact entre le poinçon et le fil, et à droite, la machine hydraulique en entier. Ensuite, bien sûr, pour les résultats expérimentaux, on va aussi utiliser ces variables, cette valeur effective de déplacement. Pour la démarche expérimentale, ce qui nous intéresse vraiment, en fait, c'est le comportement des fils zingués et graissés, donc la configuration en service qui se passe dans le câble. Mais pour bien comprendre les différents phénomènes physiques, ce qu'on fait, c'est commencer par étudier le comportement des fils clairs, donc sans le revêtement de zinc, juste le contact acier-acier. Donc certes, ça n'existe pas en service, mais ça nous permet de faciliter l'interprétation des résultats et de bien reproduire la simulation du monocontact. Ensuite, on va étudier le comportement des fils zingués, donc ça n'existe toujours pas en service, mais ça nous permet d'isoler l'effet du revêtement de zinc. Et ensuite, et seulement, on va étudier le comportement des fils zingués et graissés. Donc là, ça nous permet d'isoler l'effet de la graisse. Donc ensuite, on a réalisé la première série d'essais avec des fils clairs. Donc on applique un certain chargement de référence qu'on a déterminé plus tôt, et on va faire varier entre les essais l'amplitude de débattement. Donc là, on observe le nombre de cycles de l'essai, donc une certaine durée de vie, en fonction de l'amplitude de débattement normalisée. Et lorsque les essais n'avaient pas cassé au bout de 1 million de cycles, on l'interrompait, considérant que c'était une durée de vie infinie. À droite, on a tracé la force tangentielle normalisée par la force normale en fonction de l'amplitude de débattement normalisée. Donc là, on observe bien les essais qui ont été faits en glissement partiel et ceux qui ont été faits en glissement total. Enfin, on superpose, sur cette courbe, on a superposé les résultats expérimentaux et les résultats de la simulation. Donc en vert, c'est les maximums des contraintes crossland qu'on a vues juste avant, avec le seuil d'amorçage. Donc pour les faibles amplitudes de débattement, on voit qu'on a des durées de vie au-delà d'1 million de cycles, donc c'est tout à fait logique, on s'y attendait. La force tangentielle est assez faible. On constate qu'on a une légère différence entre le seuil d'amorçage prédit par la simulation et ce qu'on observe expérimentalement. Donc ça, on peut l'expliquer de différentes manières, mais entre autres, il y a le fait que les critères de fatigue multiaxiale surestiment toujours le risque dans le cas du fretting, parce qu'ils ont du mal à prendre en compte les gradients de contrainte qui sont très importants dans le cas du fretting. Ensuite, lorsque l'amplitude de débattement augmente, donc la force tangentielle augmente, on a la durée de vie qui diminue, c'est assez attendu. Et enfin, on constate que quand on passe du glissement partiel au glissement total, on a une augmentation de la durée de vie très, très importante. C'est ce qui n'était pas prévu par la simulation. Donc là, à droite, on a des photos des traces de fretting après la fin de l'essai. Donc ce qu'on constate, c'est qu'en glissement total, on a une usure qui est beaucoup plus importante que celle en glissement partiel.
Donc en fait, cette usure, elle a un effet bénéfique sur la durée de vie de deux manières. Donc d'abord, elle supprime les fissures avant qu'elles aient eu le temps de se propager. Et ensuite, en agrandissant la zone de contact, en fait, les champs de pression et de cisaillement sont mieux répartis. Et donc ça diminue le risque d'amorçage. Donc voilà, ça c'est un effet de l'usure. Pardon. Donc du coup, ça nous a amené à nous intéresser un petit peu à la taille de la zone de contact. Donc d'abord, il faut noter qu'il y a une solution analytique qui est cohérente, qui existe et qui est cohérente avec la simulation du monocontact. Et ce qu'on a fait ici, c'est des séries d'essais de fretting simple, donc juste la sollicitation de fretting, qu'on a interrompu à 10 000 cycles. Et ensuite, on mesure avec différentes amplitudes de débattement. Et ensuite, on mesurait l'aire de la trace. Donc la photo qu'on voit ici représente la trace de fretting, avec au centre la zone collée, sur les bords la zone glissante. Donc d'abord, en glissement total, on voit qu'on a une dépendance linéaire à l'amplitude des débattements. Donc c'est assez logique, on a de l'usure, c'est normal. À la transition entre glissement partiel et glissement total, on a une rupture de pente importante. Donc là, on voit aussi l'effet de l'usure. Par contre, ce qui est un peu plus inattendu, c'est que même en glissement partiel, la taille de la trace semble dépendre de l'amplitude des débattements. Donc c'est assez inattendu. Donc pour essayer de comprendre, ce qui se passait, on a fait une série d'essais de fretting simple, avec toujours la même amplitude de débattement, mais en l'arrêtant à différents nombres de cycles. Donc ce qu'on observe, c'est que pour les premiers cycles, on a une augmentation rapide de la taille de la trace, et ensuite ça se stabilise. Donc ici, on a la bûche de fretting, c'est-à-dire les cycles de fretting, une empilation de cycles de fretting en fonction du nombre de cycles. Donc ce qu'on voit, c'est que pour les premiers cycles, on a du glissement total, donc on a la forme caractéristique de parallélogramme, puis que ça se stabilise en glissement partiel. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'au cours des premiers cycles, on a du glissement total et une usure rapide. Ensuite, ça se stabilise en glissement partiel, et là, on n'a plus d'usure. Donc au fait, cet effet, cet agrandissement de la taille de la zone de contact, il est bénéfique pour la durée de vie. Et pour le coup, on ne l'a pas pris en compte dans la simulation. Donc, un autre effet. Ensuite, on a réalisé exactement la même série d'essais avec des fils zingués, donc un certain chargement de référence. Donc à droite, c'est intéressant de constater que ça n'a aucune influence sur la force tangentielle. On a la même tendance. À gauche, on a pareil les durées de vie. Donc pour les faibles amplitudes de débattement et en glissement total, on a les mêmes phénomènes. Je ne reviens pas dessus. Par contre, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'on a une petite différence assez proche en glissement total, assez proche de la transition. Donc l'explication qu'on a apportée, c'est qu'en fait on a une usure de la couche de zinc, ce qui permet un agrandissement de la taille de la zone de contact, ce qui est assez bénéfique pour la durée de vie. Ensuite, on a fait quelques essais de fretting simple de la même manière, et en effet on constate que la taille de la zone de contact est bien plus élevée avec les fils zingués qu'avec les fils non zingués, et qu'elle augmente proche de la transition. Donc voilà une photo de la trace de fretting. Et enfin, la dernière configuration avec les fils zingués et graissés. Donc là, la force tangentielle en fonction de l'amplitude de débattement. En glissement partiel, on n'a toujours aucune influence. Et par contre, en glissement total, on constate qu'on a de la lubrification, qu'on a un coefficient de frottement qui est bien plus faible avec la graisse que pour les fils juste zingués. Et lorsqu'on trace les durées de vie, on a quelque chose d'intéressant pour cette zone du glissement partiel, qui est assez inattendue, étant donné que la force tangentielle est la même. Donc ça nous a amené à
à faire une hypothèse qu'il y a qu'il y a une lubrification de la zone glissante en glissement partiel qui aurait cet effet bénéfique sur la durée de vie. Donc pour essayer de comprendre, pour essayer d'explorer un petit peu cela, on a fait un premier essai avec un fil zingué, puis avec un fil zingué égraissé. Donc ce qu'on constate, c'est que pour un fil zingué, dans la zone glissante, on a cette couleur noire, donc c'est de l'oxydation, alors qu'avec les fils zingués égraissés, on n'a plus ça. Donc un effet bénéfique. Et aussi, il semblerait que la zone collée pour les fils graissés soit beaucoup plus petite. Or, on sait qu'on a la même force tangentielle, donc ça impliquerait qu'on a un cisaillement maximum, donc un risque d'amorçage plus faible. Donc l'hypothèse qu'on fait pour le moment, c'est que les profils de cisaillement aient cette forme. Donc voilà. Et cette forme. Donc en conclusion, on a un modèle numérique analytique qui permet de connaître les chargements dans le câble. On a constaté l'influence d'amplitude des battements sur la durée de vie pour 3 configurations, dont celle dans la configuration en service, celle qui nous intéresse le plus. Pour la suite, ce qui m'intéresserait de faire, c'est d'abord prendre en compte la taille de contact réelle pour le calcul du critère de risque de rupture, ce qui nous permettrait d'avoir une meilleure prédiction, et aussi de quantifier l'effet bénéfique sur la durée de vie en glissement partiel de la graisse, parce que pour le moment, c'est juste une hypothèse. Enfin, et dernière chose, tout ce qu'on a présenté là, c'est pour une configuration en service, donc avec de la graisse. Mais si de l'eau de mer rentrait dans le câble, pour une raison ou pour une autre, ça modifierait complètement le milieu. Donc on pourrait avoir de la corrosion, entre autres. Et ça, c'est la suite de la thèse, étudier la durée de vie des fils en milieu aqueux. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis disponible pour les questions. On a le temps pour une question. Je reviens sur bon, félicitations d'ailleurs pour ce travail qui est tout à fait remarquable. Sauf que je suis un petit peu loin, mais bon, c'est quand même très intéressant. Vous avez parlé à la fin d'essayer de recalculer finalement l'état des contraintes compte tenu finalement du profil de la trace, quoi, finalement. Oui. C'est pas franchement une orientation, mais c'est une trace quand même. Je pense que ça, vous allez le regarder. Parce qu'il y a toujours une idée qu'on peut avoir. Le fait qu'il y ait quand même soit de l'usure, soit de la déformation de plastique, ça change quand même. Il y a une espèce de conformité qui se fait. Bon, ça va changer l'état des contraintes, naturellement. Or, vous, dans les tableaux, vous mettez la contrainte initiale calculée, naturellement. Donc, je crois que ça peut être intéressant de le regarder, effectivement. Ça, vous allez le regarder, j'imagine. C'est ça En fait, ouais, parce que les contraintes que je calcule là, c'est avec plusieurs hypothèses. Donc, en considérant qu'on n'a pas d'usure, que c'est un contact complètement élastique, oui, donc résolution analytique, oui. quoi. Et ce que j'aimerais bien faire, c'est aller plus en Oui. détail. Et en effet, du coup, prendre en compte la plasticité, prendre en compte l'usure et tout ça, ça serait. C'est ça. Ce serait intéressant. Non, ça c'est bien de le faire parce que je ne sais pas si ça a déjà été fait. C'est quand même intéressant. Alors, c'est sur quoi j'ai envie de me pencher, oui. Oui, tout à fait. Parce qu'il faut revenir à l'aspect mécanique déjà. Bon, c'est qu'une première partie, mais c'est important. Merci. Oui, bonjour. Merci pour cette présentation. J'avais une question par rapport à vos travaux. Est-ce que vous avez intégré la partie, examiné peut-être la partie température? Est-ce que vous avez fait un peu une analyse, le fait qu'il se frétille? À quelle vitesse vous avez fait un peu ces mouvements? Et est-ce que finalement vous avez pu, ou est-ce que vous allez éventuellement regarder aussi l'aspect thermique associé à ça pour voir son influence?
Alors, en service, c'est des câbles qui sont plongés dans l'eau de mer. Donc, la température, on a considéré que c'était la température ambiante et que ce n'était pas ça qui allait être vraiment important. Par contre, c'est vrai que vous soulevez un point intéressant, que par friction, on peut avoir un échauffement. C'est ça que vous dites? Oui. Donc, du coup, ça pourrait avoir un impact. Là, ces séries d'essais ont été faites à 10 Hz. Les fils ne chauffent pas trop, enfin, ne chauffent pas. Donc, on en est resté là. C'est vrai que ça pourrait être intéressant de regarder un petit peu, mais voilà, on voit que les fils ne chauffaient pas et donc on ne s'est pas inquiété plus que ça de la question. Merci pour votre présentation. C'est juste, j'ai deux petites questions tout au début de votre présentation. Peut-être c'est une erreur de ma part, je n'ai pas bien compris. Au niveau du schéma, lorsque vous dites que lorsqu'on applique un chargement transversal, les zones de contact, ça s'ouvre depuis l'extérieur vers l'intérieur. J'ai du mal un peu à le comprendre, si vous pouvez me... Ouais, c'est vrai que ce n'est pas intuitif, les glissements partiels et les glissements total. C'est tout au début, en principe. Ouais. Hop. Voilà. Ouais, bah c'est vraiment ça qui se passe, en fait. Quand on a une... au début, imaginez que vous avez... si on a juste la force normale, on n'a pas de déplacement relatif, donc une zone collée. Et ensuite, lorsqu'on impose un certain débattement, au fait, c'est un débattement global ici, quoi. Et donc, au fait, ce qui se passe très localement, c'est qu'au centre, ça reste collé, mais que sur les bords, on a une partie qui commence à glisser. En fait, c'est un phénomène physique qui est bien connu dans le domaine du fretting. Ça, je le connais un peu lorsqu'on a des sollicitations de torsion. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais sous l'effet d'un chargement transversal, j'ai un peu de mal, je ne vous cache pas, à le comprendre. Ouais. Oui, non, mais ça, c'est ce que je le comprends. Bon. Il y a juste la deuxième, et si vous m'excusez un peu. En fait, vous avez bien dit aussi, il y en a la différence entre adhérence et frottement, c'était bien significatif avec la lubrification. Mais dans votre modèle, c'est ce que vous avez présenté après ce slide, vous avez considéré comme le frottement égal à l'adhérence. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est plus peut-être simple de faire un petit modèle où le frottement, ça change une fois qu'on a glissé? Oui, au fait, vous voulez parler de la différence entre le coefficient de frottement à la transition et le coefficient de frottement stabilisé. Au fait, dans ce modèle-là, très simple, le coefficient de frottement à la transition, c'est forcément le coefficient de frottement stabilisé. Mais au fait, une fois qu'on passe en glissement total, on va avoir une modification de l'interface, on va avoir des petits lits de débris qui vont modifier. Et donc, du coup, en effet, souvent, on a un coefficient de frottement qui est un petit peu plus faible. Tout à fait. Mais dans les cas des contacts secs, des fils... sans la graisse, étant donné que cet effet il est très, très faible, on a préféré ne pas le prendre en compte. D'accord. Mais c'est vrai que pour la graisse, au fait, c'est un comportement physique complètement différent qui est dû à la lubrification, quoi. Un film. Peut-être. Dernière question alors, parce que. Merci. J'avais une question sur la simulation du monofile. C'est un calcul qui a été fait en élasticité linéaire. Pourquoi pas utiliser directement la théorie de Hertz pour faire ce calcul? Et l'autre question qui va avec, c'est finalement le fil, est-ce qu'il est si homogène que ça? Alors je ne connais pas bien le procédé d'obtention. Est-ce qu'il faut prendre en compte la couche de zinc mécaniquement? Est-ce qu'il est si homogène que ça dans la section? Non.
Alors d'abord, pour la première question, pourquoi faire de la simulation numérique plutôt que juste Hertz? Là, on applique une sollicitation de fatigue, mais c'est vrai que c'est une des pistes que je suis en train d'explorer, d'utiliser une solution analytique directement. Mais au fait, c'est pas si simple que ça. Ce qui nous intéresse, c'est les contraintes dans le matériau. Et c'est pas si simple que ça d'avoir les résultats, même si je suis d'accord, il y a des solutions. Non, il y a les solutions analytiques. Oui, ça existe, oui. C'est juste un peu plus complexe. Mais en fait, est-ce que c'est homogène en fait? Est-ce que c'est homogène? Ce qu'on voyait, au fait, c'est que pour le contact acier-acier des fils clairs, c'est pas trop mauvais de considérer que c'est complètement élastique. Voilà, on a la taille de la trace qui colle à peu près, mais c'est vrai qu'avec le fil zingué, en fait, on a de la plasticité, parce que le zinc il est beaucoup plus mou et donc du coup il s'écarte. Donc il faudrait prendre ça en compte. Et quant à dire si le fil est homogène dans la section, non plus. Au fait, c'est un fil qui est dans la section, si vous faites. C'est un fil qui est très filé, donc en fait il est isotrope transverse. Donc on a un comportement. Voilà. Oui, c'est très. Très bien. Donc, on va peut-être s'arrêter là. Donc, on va passer au deuxième exposé. On remercie Sébastien. Voilà. Alors, parce qu'on a eu un petit peu de retard par rapport au planning. Donc, le deuxième exposé, il va être sur un sujet assez proche, même très très proche, même si c'est pas le même matériau, et qui va être donc présenté par Julien Saïd de RTE. Vous m'entendez? Ah oui, c'est bon. Donc bonjour à tous, effectivement, vous n'allez pas être trop dépaysés par certains des résultats que je vais présenter là, ça va être un contexte assez proche de celui de Sébastien, à savoir fretting fatigue sur une structure de câble, sauf que dans mon cas, ce n'est pas des câbles en acier, mais des conducteurs aériens pour le transport d'énergie exploités par RTE. Donc j'ai réalisé cette thèse comme Sébastien au LTDS sous la supervision de Siegfried, et donc pour la société RTE dans laquelle je travaille maintenant, j'ai soutenu l'an dernier. Je continue donc à travailler sur ces problématiques-là et je vais vous présenter un peu les résultats que j'ai obtenus. Donc c'est aussi une stratégie de modélisation multi-échelle qui allie numérique et expérimental sur des problèmes de fretting fatigue sur des conducteurs. Donc déjà, en interne à RTE, on a un projet qui s'intéresse spécifiquement à ça, qui est en deux parties principales pour essayer de prévoir la durée de vie réelle qu'on a sur les conducteurs, certains qui vont approcher déjà le siècle d'exploitation, et on aimerait savoir quand on va pouvoir les remplacer sans forcément attendre qu'il y ait des ruptures effectives. Donc ça se passe en deux temps. La première partie, ça va être déjà essayer de reconstruire l'historique de chargement qui a été vécu par les conducteurs. Ce n'est pas une question évidente, ça va dépendre du climat, ça va dépendre de plein de choses. Est-ce qu'il y a eu, principalement, ça va être les questions liées aux sollicitations éoliennes, celles du vent. Et donc, dans un deuxième temps, si on arrive à construire cet historique-là, c'est d'avoir une prévision relativement fiable de la durée de vie, et soit à plusieurs échelles. Donc d'abord l'échelle du conducteur en entier, comme ça a été fait par Sébastien, et aussi une échelle plus locale au niveau du contact entre deux brins. Et donc dans mon cas, la thèse s'est spécifiquement intéressée à la seconde partie, modélisation physique de cet assemblage, sans regarder vraiment ce qui se passe du point de vue historique de chargement, mais évidemment maintenant RTE, on continue à travailler sur ces questions-là. Donc parmi les mécanismes de vieillissement connus sur les lignes, donc on en connaît un certain nombre, le fretting, la fatigue, la corrosion, l'usure. Et bon, on est dans une session qui porte sur le fretting fatigue, donc on imagine qu'on va surtout parler des deux premiers, en tout cas dans ce cas-là. Si on regarde un peu ce qui se passe au niveau du réseau, la plupart des endommagements qu'on observe sont au niveau de la pince de serrage, là, qui est représentée à droite encadrée en vert. Et donc, de par les sollicitations éoliennes, en fait, on va voir, c'est ici que vont se produire la plupart des endommagements liés à du fretting et du fretting fatigue. Et donc ces résultats sont aussi observés dans la littérature pour d'autres gestionnaires de réseau dans le monde. C'est ces équipements-là qui posent le plus de problèmes. Donc je vais présenter un peu mon travail en 5 parties principales. Les deux premières, ça va aller assez vite. Je vais résumer rapidement quelques définitions. Et je vais aussi aller assez vite sur le dispositif expérimental pour m'attarder sur la modélisation numérique à 2 échelles, qui constitue un peu le cœur de la stratégie. Et la plupart des résultats qu'on a obtenus sont exploités pour la modélisation, avant de partir sur finalement une application sur un test sur conducteur complet.
Donc rapidement, les définitions, Sébastien vient de le présenter, hein. Là je fais un rappel très rapide de fretting, donc c'est deux corps en contact, soumis à une pression d'une part et à un déplacement relatif de faible amplitude d'autre part. Donc il y a deux conditions de glissement qui ont été évoquées. La première, ça va être la condition de glissement partiel. Donc on a des traces de contact donc voilà, plus claires au milieu, noires à l'extérieur. C'est en glissement partiel, on a plutôt de la fissuration qui va être prépondérante avec cette condition de glissement. Si on continue à augmenter l'amplitude de déplacement relatif, alors tout le contact va passer en glissement. On est en ce qu'on appelle en glissement total, et donc cette fois c'est plutôt l'usure qui est prépondérante. Et dans mon cas, comme on a des problèmes de fretting fatigue, donc est-ce qu'il va y avoir des ruptures dues à des propagations de fissures, je me suis uniquement intéressé à du glissement partiel, contrairement à Sébastien par exemple. Donc, concernant les conducteurs étudiés, donc structure de câble là aussi monotoron. Dans mon cas, les conducteurs les plus vieux, je parlais de conducteurs qui vont approcher le siècle d'exploitation, ce sont des ACSR, donc qui sont des composites avec des brins en aluminium quasi pur à l'extérieur, qui sont là pour la conduction d'électricité. Et la tenue mécanique est véritablement assurée par les brins centraux représentés ici en noir, qui sont en acier galvanisé. Et donc dans ce travail-là, je me suis uniquement intéressé au contact entre les brins d'aluminium, plus spécifiquement donc les contacts radiaux, même s'il y a d'autres types de contacts, qui vont être entre, dans mon cas, les deux couches d'aluminium les plus extérieures. Ensuite, alors rapidement pour le dispositif expérimental, il y a un certain nombre d'essais qui ont été réalisés pour un peu supporter toute la stratégie de modélisation, en commençant par des essais assez classiques de traction et traction-compression uniaxiale qui permettent de déterminer les propriétés monotones du matériau, ainsi que les propriétés en écrouissage, les propriétés plastiques. Ensuite, pour aller plus loin, donc des essais de fatigue simples qui ont, même si ce sont des essais assez simples, il a fallu prendre un certain nombre de précautions sur l'échantillon, mais je ne vais pas m'attarder sur ces questions-là. Ensuite, donc fretting simple, c'est des essais où on va uniquement mettre en contact deux brins, il n'y a pas de sollicitation de fatigue de cœur, et ça vous permet de caractériser un peu le comportement tribologique de l'ensemble, avoir le coefficient de frottement, déterminer un seuil d'amorçage de fissure, ce genre de choses. Et enfin, les essais les plus intéressants, donc c'est une machine très similaire à celle qu'a également montré Sébastien, c'est une machine à W1, qui permet de reproduire un monocontact entre deux brins d'aluminium et de déterminer les durées de vie expérimentales en fretting fatigue. Donc pour la modélisation, comme je disais tout à l'heure, c'est un problème évidemment multi-échelle. Donc la première échelle qu'on s'est proposé de modéliser, ça va être à l'échelle, ce qu'on appelle mésoscopique, sachant que l'échelle globale correspond plutôt à l'échelle de la portée. Donc dans mon cas, je ne me suis pas intéressé à ça, uniquement l'échelle du conducteur et de la pince associée. Donc, dans mon cas, je n'ai pas utilisé d'éléments poutres, ce sont des éléments solides 3D avec un solveur explicite. Bon, évidemment, c'est un modèle très lourd qu'on a fait le choix d'alléger en remplaçant la pince par des éléments coques, mais malgré tout, même avec ces hypothèses-là, ça reste un modèle quand même très lourd à exploiter. Les entrées sont donc les mêmes qu'on a dans la réalité, hein. C'est d'une part la force de serrage, la tension mécanique qu'on applique au conducteur et l'amplitude de flexion qui correspond à l'effet du vent sur le conducteur. Et les sorties, ça va être ça qui nous intéresse évidemment, ça va être les distributions axiales de QEP, donc l'effort tangentiel, l'effort normal, donc les sollicitations de fretting. Ça d'une part, et d'autre part, donc les contraintes de fatigue qu'il va y avoir pour tous les brins qui nous intéressent. Et donc avec ce modèle, on peut voir qu'on retrouve déjà, ne serait-ce que qualitativement, des choses assez semblables à ce qu'on observe, bon, ça nous rassure un peu, ce qu'on observe dans la réalité. Et donc ça va être des exemples de résultats typiques qu'on obtient avec ce modèle, où donc ça, c'est la distribution axiale le long de l'axe du conducteur de tous les contacts détectés pour une sollicitation qu'on a jugée réaliste sur le conducteur, où ici, chaque point va correspondre à un contact. Et donc, en vert, ça va être l'effort tangentiel associé à un contact entre deux brins d'aluminium. Et de la même façon, en rouge, ça va être un contact entre deux brins, l'effort normal associé à un contact entre deux brins d'aluminium. Donc voilà pour la modélisation globale. Et enfin, donc, la partie la plus intéressante va se situer à l'échelle du contact entre deux brins, en commençant par voir dans quelle mesure on peut essayer de prévoir l'amorçage de fissures. Donc pour ça, là aussi, ça va vous rappeler des choses. Un modèle numérique 3D avec des éléments solides qui se concentrent à l'échelle d'un unique contact. On va reprendre en entrée ici directement les sorties du modèle précédent. Donc on reprend QEP calculé, de même que les chargements de fatigue. Et avec ça, on va pouvoir tester un certain nombre d'outils, appliquer des critères de fatigue multiaxiale, tester la propagation de fissures, plein de choses différentes. Donc je vais commencer par, comme je disais, l'amorçage de fissures, en appliquant à l'échelle du contact un critère de fatigue multiaxiale qu'on aura calibré en amorçage, pour voir dans quelle mesure déjà on arrive à prévoir l'amorçage potentiel en fretting fatigue d'un tel contact. Donc si déjà on fait un premier cas d'application ici, on va reprendre le modèle global, tester sur la distribution 6 points qu'on va juger représentatifs de tout ce qu'on a. Donc voilà, par exemple ici on en sélectionne 6. On peut appliquer toute la méthode de prévision, je ne détaille pas cette partie-là, mais on peut en reparler si vous voulez, mais dans tous les cas les résultats sont que sur les 6 contacts choisis,
On en a 3 pour lesquels la prévision, on estime qu'il va y avoir un risque d'amorçage sur les 6 retenus. Et ben à partir de là, on peut directement utiliser le banc d'essai qu'on a pour voir est-ce que c'est réaliste ou pas, et qu'est-ce qu'on a expérimentalement. Donc c'est intéressant de voir, donc voilà, si le critère est inférieur à 1, on estime qu'il n'y a pas de risque. Si le critère est supérieur à 1, par contre, on estime qu'il y a risque d'amorçage. Et on voit bien que c'est ce qu'on observe expérimentalement. Lorsqu'on est ici, donc je représentais en bleu, on n'observe pas d'endommagement particulier sous la zone de contact. Par contre, dans les cas supérieurs à 1, on a effectivement présence de fissures. Par contre, ce qui intéresse à RTE, c'est intéressant de savoir s'il y a des fissures, mais au final, ce qui les intéresse, c'est plutôt est-ce qu'il va y avoir des ruptures. Et là, on voit que même si ce critère est supérieur à 1, d'accord, on arrive à prévoir la présence de fissures, mais pas de la rupture. Donc c'est un problème, et donc la suite des travaux, c'est essayer d'un peu interroger ça. D'où donc cette seconde partie pour la prévision de la propagation de la fissure. Donc, pour rappeler le résultat précédent, on a vu amorçage de fissure n'est pas synonyme de rupture en fretting fatigue. Il y a donc ce qu'on appelle possibilité de phénomène d'arrêt de fissuration. Et pour creuser ça, on a réalisé des campagnes expérimentales en faisant varier par exemple l'effort normal de fretting, c'est-à-dire dans quelle mesure on appuie sur le contact. Et on a observé que juste en jouant sur ce paramètre, on arrive très rapidement à arrêter la propagation de la fissure, ce qui est matérialisé sur ces courbes-là par une augmentation très rapide de la durée de vie, uniquement en augmentant l'effort normal, tout le reste étant maintenu constant. Donc ça, c'est un résultat très intéressant et pas forcément classique qu'on observe dans la littérature. Et donc ça nous a aidé à définir donc, déjà expérimentalement des seuils d'efforts normaux d'arrêt de fissuration qu'on a noté PCA. Et donc de telle sorte que lorsque l'effort normal excède ce seuil, alors on a arrêt de fissuration. Mais bon, c'est un résultat pas forcément exploitable en l'état, donc on a essayé de creuser ça un peu plus loin en se ramenant à l'échelle de la fissure et en utilisant l'outil Z-Crax, donc qui est développé par Transvalor et notamment au centre des matériaux des mines de Paris, qui permet, donc Z-Crax permet 2 choses. Il va permettre de remailler un modèle élément fini comme le précédent en y insérant une géométrie de fissure explicitement à l'intérieur, et donc la partie remaillage, et l'autre partie c'est une partie de post-traitement qui permet de calculer directement les facteurs d'intensité des contraintes avec ce maillage-là. Donc ici ce que j'ai fait c'est que j'ai inséré la géométrie typique de fissure arrêtée que j'ai observée expérimentalement dans mon modèle, et j'ai regardé un peu ce qui se passe en point de fissure d'un point de vue facteur d'intensité des contraintes, pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Donc sans trop m'attarder sur l'ensemble des résultats, les choses qu'on peut retenir, c'était qu'on avait naturellement des situations très compressives sous le contact, mais ce n'est pas tant ça que je vais présenter ici, mais c'est que déjà, si on regarde expérimentalement l'évolution du seuil d'arrêt de fissuration en effort normal, ici représenté à gauche, on voit qu'il dépend de l'effort tangentiel, ce n'est pas une donnée intrinsèque au matériau, voilà, ça va dépendre des conditions d'essai. Par contre, si on reprend ces cas d'arrêt de fissuration et qu'on regarde ce qui se passe en pointe de fissure, si on regarde le delta K2, donc qui est en mode de cisaillement, et uniquement ce paramètre-là, si j'essaie de regarder avec d'autres, ça ne va pas marcher. Si je regarde pour cette grandeur-là, on observe qu'on a à peu près toujours la même chose lorsqu'on se situe à l'effort normal seuil P égale PCA. Donc ça, c'est un résultat très intéressant qui nous suggère qu'on peut utiliser ce delta K2 et non pas le delta K1 comme on observe plus généralement quand on travaille en fatigue, comme un bon candidat pour essayer de quantifier l'arrêt de fissuration en pointe de fissure. Donc la façon directe d'exploiter ce résultat, en fait, ça va être pour un cas quelconque de regarder le delta K2 qui est en pointe de fissure. S'il est supérieur à ce delta K2 seuil, ici qui est de l'ordre de 1,3 mégapascal racine de mètre, alors on estime qu'il y a un risque de rupture, s'il y a amorçage. À l'inverse, si le delta K2 est inférieur, même s'il y a amorçage de fissure, alors on estime qu'il y a arrêt de fissuration, il n'y aura pas de risque de rupture. Donc tout ça, c'était assez intéressant, mais au final c'est quand même assez lourd. On a vu qu'on va faire une modélisation en 2 temps, c'est quelque chose d'assez lourd. Faire tourner plusieurs fois un modèle numérique global, ça prend du temps. Et au final, la dernière partie, ça va être de voir dans quelle mesure on ne peut pas essayer de rendre ça un peu plus simple, d'englober dans une démarche un peu plus intégrée directement la prévision de la rupture, sans avoir passé à intégrer directement une fissure, ce qui est quand même assez lourd. Donc pour ça, on se rebase sur des données, cette fois uniquement des données expérimentales de fretting fatigue, et plus seulement de fretting simple comme j'avais fait pour l'amorçage de fissure. Et essayer de voir dans quelle mesure on va pouvoir appliquer des critères de fatigue calibrés sur ces essais-là, pour directement prévoir la rupture d'un contact entre 2 brins. Donc j'ai testé rapidement 3 critères de fatigue pour ce cas-là. Le critère de Crossland dont qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, qui est un critère invariant, quantifie plutôt le mode 2, le cisaillement. Ensuite, le critère de Fatemis aussi, qui est
Comme le critère de Crossland quantifie plutôt le cisaillement, mais cette fois c'est un critère à plan critique. Et le dernier, ça va être un autre critère à plan critique, le critère Smith-Watson-Topper, mais qui lui est plutôt un critère d'ouverture en mode 1. Et donc les résultats, si on calibre ça sur la rupture une rupture expérimentale en fretting fatigue et qu'on compare un peu les résultats, donc ici j'ai divisé nos résultats en 3 grandes catégories, histoire de vraiment mettre en évidence les différences de performance. Donc sur ces courbes-là, c'est comparaison entre durée de vie prévue et durée de vie expérimentale. Donc plus on va être proche de la courbe d'équation y égale x, meilleures sont les prévisions. Et donc ce qu'on observe, c'est qu'en fait, le critère qui fonctionne le mieux est le critère SWT, qui donne de relativement bonnes prévisions pour tous les cas de chargement testés expérimentalement. Donc ce qui nous incite à retenir ce critère-là pour une démarche intégrée qui va directement prévoir la rupture des échantillons sans avoir à passer par la démarche précédente, amorçage puis propagation. Enfin, donc, je vais terminer par une application sur un test de conducteur complet. Donc on a eu la chance de pouvoir tester, plus seulement se limiter à l'échelle d'un contact entre deux brins, mais avoir un conducteur entier à tester en vibration dans un hall d'essai dédié. Donc bon, moi, je ne sais pas si vous voyez bien, mais donc, à cet endroit-là, on a la pince de fixation, le conducteur qui passe, et donc on voit à droite, on a en plus fixé ça sur un pot vibrant, afin de le mettre en vibration, faire comme les sollicitations du vent sur le conducteur. Donc pour le cas qui a été exploité ici, l'essai a duré 10 millions de cycles, donc je vous rassure, en 10 millions de cycles, le conducteur a tenu. Il y a peu de risques de conducteurs qui rompent en entier, donc il y aura peu de blackout en France, en tout cas dans les prochaines années, mais il y a quand même possiblement des brins qui présentent des ruptures après 10 millions de cycles, et en l'occurrence, donc les brins que je vais m'intéresser à simuler, ça va être les brins de la couche extérieure d'aluminium, où après cet essai-là, on en a observé 3 expérimentalement. Bon, si on regarde un peu déjà l'essai, à quoi ça ressemblait après ces 10 millions de cycles, comme vous pouvez s'y attendre, les ruptures sont localisées dans la zone de serrage, ici matérialisées par les pointillés, et donc plutôt du côté de la portée active, naturellement, puisque à gauche, donc c'est pas représenté, mais c'était encastré, il n'y avait pas de vibration de ce côté-là. Donc c'est intéressant de voir qu'on avait dans la zone de rupture des traces de contact de fretting en glissement partiel, puisqu'on retrouve cette zone claire au centre, noire à l'extérieur. Et de la même façon, d'autres traces de glissement partiel, comme on voit à droite, qui ont mené, elles, à la rupture. Si on regarde d'autres traces, à gauche, on va avoir des traces qu'on appelle des indents plastiques, en fait, qui sont juste dues au procédé de fabrication et qui ne sont pas ce qui nous intéresse en l'état. Et à droite, donc des traces beaucoup plus petites, toutes noires, qui traduisent de l'usure et en fait de traces en glissement total, mais qui n'ont pas mené à des ruptures. Bon ben voilà, on a un cas d'étude intéressant, on peut le resimuler. Encore une fois, on va lancer toute la moulinette numérique en commençant par le modèle global. Donc on a une distribution de contact, les efforts tangentiels normaux. De la même façon, pour tous les brins, on va voir la distribution des contraintes de fatigue pour chaque brin sollicité du conducteur. Et donc suite à ça, on a un certain nombre de contacts. Et en l'état, comme la stratégie est quand même assez lourde, on ne peut pas simuler les 700 contacts qui ont été détectés. Donc on se propose d'appliquer différents critères de sélection successive pour essayer de réduire progressivement le nombre de contacts à simuler. Et donc suite aux 4 critères appliqués, on se ramène à une vingtaine de contacts qu'on juge représentatifs de ce qui se passe dans le conducteur. Et donc même, j'ai pas simulé directement les 20, j'en ai pris 5 qui sont les plus représentatifs pour les simuler. Et appliquer le critère SWT que j'ai montré tout à l'heure qui présentait les meilleures performances. Donc là, c'est vraiment pour résumer ces derniers résultats-là. On peut voir que pour 3 contacts des 5, il y a une rupture très rapide qui a été estimée. Ça, c'est à comparer avec expérimentalement la première rupture qui était présentée par exemple à l'ordre de 2 millions. Donc on voit qu'on est très inférieur à 1 million là, mais au pire, ça veut dire qu'en l'état, c'est des prévisions assez conservatives. Et pour 2 autres contacts, où la durée de vie était estimée supérieure à 10 millions de cycles. Et on peut donc comparer ces premiers résultats-là assez encourageants à la zone expérimentale de rupture qui est située là. Et donc même si on a encore des faux positifs comme les points représentés à gauche, on voit qu'on va dans le bon sens et que la stratégie va pouvoir à terme mener à des choses intéressantes. Donc en conclusion, j'ai présenté les résultats d'une approche numérique qui est multi-échelle parce qu'on est obligé d'avoir considéré 2 échelles pour ce type de problème-là, avec une modélisation mésoscopique pour l'estimation des conditions de chargement en fretting fatigue. Et à partir de ces chargements-là, tester un modèle local où on peut tester tout un nombre d'outils pour la prévision de durée de vie. Et donc l'intégration, après si je rebascule un peu à RTE, comment ça va être exploité tout ça. Déjà, les données expérimentales, dans tous les cas, elles vont être intéressantes à bien des égards. On teste en ce moment des algorithmes. Forcément, il y a relativement peu d'essais, donc on pourrait se dire en quelle mesure des méthodes statistiques sont représentatives. Mais en tout cas, on essaie de faire des choses aussi avec ce qu'on trouve dans la littérature.
Ensuite, il faudrait pouvoir essayer d'extrapoler ça aux dernières générations de conducteurs, parce que enfin, même si bon, ça reste assez vieux, ça a 40 ans, mais c'est quand même des nouveaux conducteurs si on compare à ceux sur lesquels j'ai travaillé, ce qui n'est pas encore fait actuellement, mais c'est prévu. Ensuite, donc, je disais, ce modèle local, il est quand même assez lourd, et on étudiait aussi la possibilité de faire un métamodèle statistique, comme ça avait été évoqué par exemple ce matin, on parlait en statistique, générer une base de données avec ce modèle local, et après faire apprendre là-dessus un métamodèle qui ira beaucoup plus vite, et pouvoir beaucoup plus facilement intégrer ça dans une chaîne de calcul générale. Et enfin, donc, on a des travaux prévus pour la modélisation mésoscopique. Ça, c'est beaucoup de travaux à faire là-dessus, mais c'est un peu le nerf de la guerre. On a besoin d'avoir un modèle mésoscopique fiable pour pouvoir assurer la cohérence de tout ce qu'on fait derrière. Voilà, je vous remercie. Terminé la présentation. Si, donc on a... Est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour, merci pour la présentation. Je voulais revenir sur les 3 critères que vous avez développés, enfin SWT. C'est par rapport à la mécanique de la rupture et la loi de Paris, on est sur des critères équivalents ou... Non, c'est 2 choses différentes. Ça, c'est plutôt des critères qui sont initialement pour l'amorçage de fissures, avec l'hypothèse que, en fait, si on est des durées de vie assez longues, ici on est supérieur à 1 million de cycles, on vise les 10 millions. Donc on considère d'habitude, pour ces gammes de durée de vie, que l'amorçage est synonyme de rupture. On sait qu'en fait la durée de vie résiduelle en propagation est assez courte. Bon, mais les résultats que j'ai eus ont montré que ce n'était pas le cas, mais non, là l'idée c'est juste de prévoir l'amorçage de fissure avec une fissure assez longue, et on estime, si on arrive à prévoir ça de manière fiable, habituellement ça veut dire qu'on est déjà proche de la vraie durée de vie. La loi de Paris c'est autre chose, on va considérer effectivement une fissure existante et on va regarder, c'est un peu proche de ce que je faisais en deuxième temps, à partir des facteurs d'intensité des contraintes. La loi de Paris se base sur ces facteurs d'intensité des contraintes, là où les critères d'amorçage se basent uniquement sur l'état des contraintes à partir des tenseurs calculés numériquement. Donc c'est 2 choses qui peuvent être complémentaires. J'ai juste une question. Tu te présentes ton modèle global en termes de critères, mais c'est une approche locale ou une approche non locale ? C'est une approche tout à fait non locale. Je ne suis pas rentré dans ces détails-là, mais c'est quelque chose dès qu'on fait des modélisations. Là, je ne suis pas rentré dans les détails là, mais c'était une modélisation élastique du contact. Donc il y a des forts gradients de contraintes. Donc en fait, si j'appliquais directement le critère d'amorçage Crossland ou quoi que ce soit en surface, il ne marcherait pas. Il donnerait des durées de vie beaucoup trop courtes. Donc il y a des méthodes pour s'affranchir de ça qui considèrent, on dit, des méthodes non locales. En fait, on va regarder pas ce qui se passe en surface, mais en profondeur. En l'occurrence, c'était la méthode de la distance critique. Donc on regardait ça à une distance qu'on devait calibrer judicieusement. Mais voilà, je ne suis pas entré dans ces détails-là, mais c'est effectivement, on ne peut pas directement appliquer en surface dans des cas comme ça ce genre de critères. Ça ne marche pas bien en tribologie. Très bien. Donc merci pour votre exposé. Donc on va passer au 3e exposé, qui porte donc sur l'évaluation de l'endurance d'un conducteur en hybridant simulation numérique et modélisation statistique. Donc un travail donné par monsieur Abdelrahman Belkadzabaz de Robios, Cachan. Ça marche pas là ? Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler de mon travail chez Robios. Je vise à
estimé donc l'endurance des conducteurs en hybridant simulation numérique et modèle physique. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de mon travail sur Eurobios qui vise à estimer donc l'endurance des conducteurs en hybridant simulation numérique et modèle stat. C'est en fait le fruit d'une collaboration étroite avec plusieurs collaborateurs à la fois au sein d'Eurobios et RTE. Dans le cadre d'un projet OLA. Donc l'objectif aujourd'hui en fait, c'est de montrer comment les conducteurs se comportent vis-à-vis de ces vibrations qui sont dues au vent faible qui souffle sur les portées RTE. Et sachant que dans le projet OLA, on a pu développer aussi certains, comme l'a évoqué Julien, certaines parties aussi en parallèle. Je pense surtout à la partie vécue du conducteur qui, elle, cherche à transformer un signal de vent vers des vibrations qui viendra après nourrir un modèle hybride que je vais détailler aujourd'hui, qui lui estimera la durée de vie pour ces vibrations. Donc pour le plan, je vais parler au départ un peu du contexte du travail, puis je vais détailler en fait la démarche que nous avons utilisée, basée à la fois sur un modèle physique filaire et aussi un méta-modèle qui permet donc de prédire un indice de fatigue et permettra aussi d'accélérer la prédiction par la suite. Et je présenterai aussi quelques résultats métiers à la fin et je conclurai par des conclusions et perspectives. Donc en fait, ce projet s'inscrit dans le cadre d'une collaboration avec RTE, visant donc à estimer la durée de vie des conducteurs aériens, permettant donc d'en faire un interclassement des lignes vis-à-vis du risque du fretting fatigue pour prioriser leur remplacement. Donc les conducteurs aériens en fait sont vulnérables à l'endommagement par fretting fatigue, donc spécialement au point proche des points de suspension, où beaucoup de brins coupés donc, sont fréquemment détectés proche des appuis. Les études en fait, qui traitent le problème offrent plutôt une description qualitative de l'endommagement par fretting fatigue, établie essentiellement à partir d'observations expérimentales du fait de la géométrie complexe des conducteurs et aussi à la présence d'un grand nombre de contacts dans le conducteur et aussi qu'on ne sait pas vraiment caractériser le frottement entre couches. Et donc ces conducteurs, comme cela a été évoqué précédemment, sont constitués d'une ou plusieurs couches de brins d'acier qui représentent donc la partie centrale et des couches d'aluminium où l'arrangement des brins et ceci forme donc un torrent où l'enroulement des couches est alterné de façon à minimiser la torsion. Donc ici je présente donc un exemple de conducteur qu'on traite souvent et qui est le plus présent sur le parc RTE, dans le Crocus, constitué de 3 couches d'acier et 2 couches d'aluminium. L'arrangement en fait, des brins dans les couches fait apparaître donc 2 types de contacts essentiels, un contact intercouche et intracouche. Donc le contact intercouche, c'est un contact entre 2 couches de brins qui appartient donc à 2 couches adjacentes et qui cause beaucoup plus d'endommagement de par leur effet très localisé, qui engendre donc beaucoup plus de contraintes, alors que le contact intracouche est quasiment nul au sein du conducteur. Donc en fait, on va plutôt s'intéresser au cas du contact intercouche. Sur ce contact, on va plutôt extraire certaines quantités pour pouvoir définir notre indice de fatigue par la suite. Et donc, comme j'ai dit, l'objectif principal est de pouvoir donc, évaluer l'endurance du système pince-conducteur et aussi surtout estimer donc, l'influence des paramètres physiques d'entrée sur notre variable cible, qui est donc un indice de fatigue. En effet, dans la littérature, il existe des essais de fatigue sur conducteurs, réalisés principalement au Canada et au Brésil, où un essai de fatigue s'arrête lorsqu'il y a généralement rupture du 3e brin. Ces essais de fatigue qui sont parfois peu documentés, du fait qu'il y a un certain nombre de paramètres d'entrée qui ne sont pas toujours renseignés, tels que le serrage qu'on applique au niveau de la pince, au niveau du chapeau, et aussi à la géométrie de la pince, et ne sont pas assez aussi représentatifs
de ce que vit un conducteur français en termes de chargement appliqué, et qui s'avère aussi être coûteux parce que cela nécessite de tester plusieurs configurations qui sont liées donc aux différents scénarios de chargement. Donc pour remédier à ça, on a utilisé donc une approche hybride basée sur un modèle physique et un modèle. Et donc en fait, à partir des paramètres principaux influençant la fatigue du conducteur, on va utiliser donc un modèle physique. Les résultats de ce modèle vont permettre de définir un indice de fatigue, et de manière donc à accélérer la prédiction de cet indice de fatigue, un métamodèle sera élaboré qui permettra donc d'aller piocher plus rapidement dans d'autres zones d'intérêt pour RTE, sans utiliser ni l'approche expérimentale ni le modèle filaire, une fois ce modèle sera suffisamment mûr et autonome grâce à des techniques d'apprentissage actif qui permettent d'améliorer sa qualité de prédiction au fur et à mesure par l'ajout de nouveaux points dans notre plan d'expérience. Donc là, je vais détailler plutôt la partie physique au début. Après, je reviendrai sur la partie métamodèle qui a été développée par notre collègue qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Et donc, le modèle filaire qu'on a utilisé, le modèle physique qu'on a utilisé, c'est le modèle filaire, développé donc à une échelle intermédiaire entre l'échelle d'une portée et l'échelle locale entre deux bras. C'est un modèle qui permet donc de modéliser le comportement d'un assemblage de bras, développant les interactions de contact frottement entre eux, et aussi caractériser la sollicitation à l'échelle du bras, où le contact en fait, est modélisé à l'aide des éléments discrets disponibles dans le code Aster, où il faut définir des paramètres tels que KN, KT, une question de frottement. Cette modélisation a été aussi privilégiée à une modélisation volumique qui, elle, modélise donc un bras comme un volume à part entière et qui présente aussi un potentiel de gain important en temps de calcul et restait aussi moins limitatif à l'égard du pas d'enroulement utilisé et aussi du chargement imposé. Avec un modèle volumique, tout ce qu'on peut faire, c'est de la traction avec un seul pas d'enroulement. Et donc, à l'issue d'un calcul filaire, on peut extraire certaines quantités d'intérêt au niveau du contact avec lesquelles on va utiliser ces quantités-là pour définir un indice de fatigue. Ce modèle qui avait montré en fait son efficacité vis-à-vis des résultats de la littérature, à la fois en traction uniaxiale et aussi en flexion simple. Donc ici, je présente en fait la réponse en traction uniaxiale pour de la déformation imposée, à la fois pour le calcul filaire et aussi le résultat comparé donc au résultat de Judge pour un modèle volumique et aussi comparé au résultat expérimental. On voit qu'on est plutôt pas mal, qu'on obtient quasiment la même estimation, surtout pour une déformation supérieure à 2%. De la même manière aussi, on a tracé le moment et courbure en comparaison avec les résultats de Fauti pour différentes valeurs de état étant définies comme étant la tension mécanique normalisée par RTS. Et on voit qu'on est plutôt pas mal, sachant que nous, on pourrait très bien en fait, jouer sur les valeurs de GREVMAX. C'est un paramètre du modèle qui permet donc de piloter le comportement en flexion pour pouvoir tomber pile poil sur les résultats de Fauti. D'autres comparaisons ont été effectuées aussi avec des résultats de la littérature. Je pense surtout à notre comparaison avec un modèle numérique de Lalande qui a effectué sa thèse à Sherbrooke. Donc là, il s'agit en fait d'un conducteur cardinal soumis à une tension mécanique H. C'est un effort transversal FY. Donc quand le chargement est maximal, on va extraire en fait les quantités d'intérêt, mais si je demande juste les résultats pour la force axiale dans les bras des différentes couches, et on va s'intéresser juste à ce qui se passe en fait pour les points situés sur la partie top et supérieure et inférieure du conducteur. Donc là, on a comparé en fait la force axiale. Donc en haut, c'est les résultats de Lalande et en bas, c'est mes résultats. On voit très bien qu'on a même ordre de grandeur en fait en termes de valeur et aussi même évolutions de l'effort axial au sein des différentes couches. Une fois le modèle est calibré, nous avons donc simulé un banc d'essai qui est similaire à celui adopté dans les essais expérimentaux. Ce banc d'essai donc
consiste donc à appliquer une tension mécanique H, puis un serrage là au niveau du chapeau pour permettre donc maintenir le conducteur en place, puis appliquer donc un déplacement moyen UPP, et c'est du poids propre de la portée, et plusieurs cycles de chargement ΔU. Sachant qu'ici, en fait, on a appliqué juste un seul cycle de chargement, parce que la réponse a été stabilisée au niveau du premier cycle. Et après, donc, on a fait des calculs sur un certain nombre de conducteurs présents dans la base des fatigue sur conducteur, où on a fait varier à la fois H, delta serrage, LP et delta U, et aussi le coefficient de frottement entre les différents contacts intercouches et les parts d'enroulement. Et donc notre variable CIF, ça va être l'indice de fatigue seulement au dernier contact intercouche. Donc avec le modèle filaire, on est capable donc de calculer la contrainte sigma A et sigma M, définie comme étant la différence et la moyenne entre l'instant min et l'instant max du cycle. Donc là, je trace en fait l'évolution sigma A et sigma M pour tous les bras de la dernière couche. On voit très bien que les valeurs sigma sont faibles comparées à sigma M et ne dépassent pas le 2 mégapascal, ce qui montre finalement en fait que la fluctuation qu'on applique est une bruit comparée au chargement du poids propre. C'est vraiment très négligeable. On est capable aussi de calculer des quantités d'intérêt au niveau du contact, sachant qu'on a donc créé une fonction en fait qui permet d'interpoler le champ de contrainte et d'avoir aussi des informations au niveau du contact. Donc là, en fait, ce que j'ai tracé, c'est le scatter plot sigma A, sigma 1 pour tous les contacts qui sont au sein du dernier contact intercouche. Et donc, en fait, pour définir l'indice de fatigue, on a imaginé qu'on va faire plein de droites qui vont relier chaque point ici au point sigma A égale à 0 et sigma A égale à Rm. Et donc l'intersection de ces droites avec l'axe des ordonnées, donc ce qu'on appelle l'indice de fatigue, où chaque niveau ici est relié à une durée de vie. Donc plus l'indice de fatigue est grand, plus le risque d'amorçage de fissure est important. Puis donc on a comparé, on est aussi capable donc d'extraire aussi l'effort normal pour chaque point de contact. Et donc là, ce que je trace, c'est l'évolution de l'indice de fatigue en fonction de log Rn pour deux configurations différentes, donc forte LP et faible LP et forte delta U sur D, et l'inverse, qu'on voit en fait qu'il n'y a pas de dépendance directe entre l'indice de fatigue et l'effort normal. Donc il y a des points qui ont un indice de fatigue très grand, mais avec un effort normal très modéré, voire faible, et que les points qui représentent vraiment un intérêt pour notre étude, un réel intérêt, sont les points situés entre 10 et 100 newtons. Ce genre de comparaison en fait, permet de calibrer certains essais de fatigue sur fretting fatigue sur les deux brins d'aluminium qui sont calés pour des valeurs relativement très élevées pour l'effort urbain. Avec le modèle filaire, on est capable aussi de tracer les surfaces de réponse. Donc là, en fait, j'ai tracé les surfaces de réponse dans le plan LP delta U sur D et dans le plan LPH en faisant varier à la fois deux variables d'entrée et en fixant les autres. Et donc on voit en fait que plus on augmente la fluctuation, donc plus le B va augmenter. Donc il y aura une durée de vie plus courte, alors que l'influence de LP sur de l'indice de fatigue semble être minime comparé à delta U. Pardon. Et donc c'est ce genre de surface de réponse qu'il va falloir reproduire avec le métamodèle qui permettra de tracer ces surfaces de réponse de manière assez quasi instantanée en comparaison avec un résultat filaire où chaque calcul me prend à peu près une dizaine de minutes. Et donc pour les étapes, pour élaborer un métamodèle, donc une fois on a fait donc des calculs avec le modèle filaire en faisant varier les paramètres que j'ai déjà évoqués, on va donc disposer d'une base d'apprentissage. Cette base d'apprentissage est divisée généralement en 70% pour test, pour 110% pour l'entraînement et 30% pour test. Donc, après, donc, il y a aussi des métriques qui permettent d'évaluer aussi la pertinence de ces métamodèles, à la fois sur le jeu
d'apprentissage et le test. Et à la fin, on peut appliquer aussi, comme j'ai dit, une planification adaptative qui permet donc d'enrichir au fur et à mesure ce métamodèle en rajoutant donc les points qui ont potentiellement l'erreur la plus grande dans le plan d'expérience initial. Et donc on refait des calculs avec le modèle filaire et on remet à jour le métamodèle. Et on fait comme ça jusqu'à ce que l'erreur se stabilise, voire vers une valeur acceptable. Donc là, je montre en fait juste un exemple de la distribution de l'indice de fatigue pour une configuration donnée, comme pour un HLP delta CRH delta U. Donc la question qu'on s'est posée en fait, c'est comment déterminer l'indice de fatigue pour cette configuration-là. Pour cela, donc, on a utilisé une régression quantile qui, contrairement à une régression linéaire, va prédire un comportement moyen de la variable cible et qui permet de prédire donc n'importe quel quantile de la variable cible et donc estimer la distribution de celle-ci à partir d'une base du modèle donc, constitué en utilisant donc, un modèle filaire en faisant varier donc, les paramètres d'entrée que j'ai déjà cités. Et donc la calibration du modèle se fait en choisissant un quantile et que le modèle donc, permet d'estimer ce quantile pour d'autres configurations nouvelles. Donc là, en fait, je vous montre en fait, un exemple de surface de réponse qu'on peut obtenir avec le modèle, avec le métamodèle, quand on fait juste varier un seul paramètre. Donc là, concrètement, on voit en fait l'effet qu'a la tension mécanique LP sur la courbe de voleur, delta I sur D, en fonction de 1 sur B. Et donc, on voit très bien que plus H augmente, plus la durée de vie donc, va diminuer. Alors que quand on augmente H, c'est pareil aussi pour LP. Sauf que cette diminution pour LP, elle est quasiment très lente, parce que j'ai dû quand même varier LP entre 200 et 950 mètres. Donc pour pouvoir en fait comparer avec les résultats expérimentaux, nous avons mis en place donc une démarche. Cette démarche donc, consiste à choisir un conducteur A, à élaborer un métamodèle, comme j'ai dit, qui permettra donc de prédire pour un quantile donné un indice de fatigue. Et puis, on va à partir d'une première série d'essais sur conducteur, on va prédire donc une liste d'indices de fatigue, connaissant donc en fait la tension mécanique H, LP, delta CRA et delta U utilisée pour cet essai-là. Et puis, on va créer en fait une fonction de transfert après, qui va permettre de lier l'indice de fatigue calculé à la durée de vie. Et après, on va utiliser en fait cette fonction de transfert pour pouvoir prédire sur d'autres essais qui n'appartiennent pas, strictement pas, au jeu d'apprentissage initial. Donc ici, je montre un exemple de résultats qu'on a pu obtenir, comparaison avec les essais expérimentaux. Donc ici, par exemple, je crée un métamodèle pour conducteur A, je calibre, je crée une fonction de transfert pour ce conducteur A, pour cette tension mécanique H1, et je prédis pour le même conducteur, mais pour une autre tension mécanique H2. Donc, pareil, ici, on voit très bien que des fois, on est plutôt bon, et des fois, on est plutôt pas mal. Ça va dépendre, en fait, du cas qu'on a utilisé. Par exemple, ici, quand on apprend sur un conducteur et qu'on teste sur le même conducteur, on a des mauvais scores, parce que c'est surtout lié au surapprentissage. C'est-à-dire qu'on a trop appris sur le modèle, alors que quand on apprend sur un conducteur et qu'on teste sur un autre conducteur, différent du premier, on voit clairement que les performances s'améliorent. Oui, pareil ici. Donc, après, ici, donc, pour pouvoir estimer après ou affiner l'estimation de la durée de vie, on souhaite donc après établir un métamodèle à l'échelle de 2 bras en contact pour pouvoir estimer directement en fait, la durée de vie sans passer forcément par l'analyse de fatigue. Ça va être un peu ça. Et aussi, donc, j'ai écrit en fait la méthode d'apprentissage actif qui permet donc d'améliorer la qualité du métamodèle progressivement. Donc concrètement, on se place dans un plan LP-H. C'est les variables qui influencent vraiment le plus l'indice de fatigue. On crée notre maillage triangulaire et on va en fait aller enrichir dans les mailles
là où l'erreur est potentiellement la plus grande. Donc la maille est calculée, c'est généralement en fait la somme de ces sommets-là. Et donc on fait comme ça jusqu'à ce que l'erreur diminue. Donc là, j'ai pas pu, parce qu'on a en fait lancé des calculs tard et j'ai pas pu faire le dépouillement, donc j'ai pas de résultat à vous montrer à ce stade-là. Donc là, pour conclusion, on a proposé donc une stratégie d'évaluation de l'endurance des brins dans les conducteurs, en se basant donc sur un modèle filaire qui a montré son efficacité en comparaison avec le reste de la littérature. Puis on a proposé un métamodèle qui permettra après d'aller piocher plus rapidement dans d'autres intérêts pour RTE sans passer par le modèle filaire. Et on a vu que les comparaisons étaient plutôt satisfaisantes avec les résultats d'essai sur fatigue du conducteur. Après, ce qui reste à faire, c'est de l'affiner donc l'estimation de la durée de vie en utilisant donc des résultats d'essai sur fretting fatigue pour élaborer un métamodèle qui concrètement prendra comme variable d'entrée donc P et Q, R sigma rapport de charge et sigma A, et qui donnera donc à la fin une analyse de fatigue directement, sans passer forcément par la stratégie que je viens d'évoquer aujourd'hui. Puis, une fois c'est fait, on va généraliser la méthodologie pour d'autres configurations sur le parc RTE. Merci. Merci. Donc, on a le temps d'un certain nombre de questions. Ah, oui. Oui, merci pour la présentation. Le métamodèle, j'ai pas tout à fait compris. Vous rentrez donc les conditions de fonctionnement et à partir de là, il donnera rupture ou non rupture de... Non, le métamodèle, en fait, on le construit à partir d'une base construite du modèle filaire. Donc pour chaque H, LP, delta serrage et delta I qu'on applique au niveau du transant, on va avoir en fait une liste de valeurs pour l'indice de fatigue. Et après, il y a des métamodèles basés sur la régression quantile qui permet, lui, de prédire sur un quantile, sur n'importe quel quantile. Mais nous, généralement, on choisit en fait le quantile le plus grand pour pouvoir correspondre à la rupture du troisième brin de la même façon que les essais expérimentaux. En fait, l'idée, c'est d'accélérer la prédiction. C'est ça votre question? Oui, non, c'était le but du méta. Le but, c'est d'accélérer la prédiction parce qu'un calcul filaire me prend une dizaine de minutes, alors qu'avec le métamodèle, c'est quasi instantané, la prédiction. Et les variables d'entrée du métamodèle, à la fin, ce sera les conditions de... C'est les variables d'entrée, c'est la tension mécanique, le serrage, le chargement du poids propre, la fluctuation delta U. C'est ça les variables en fait. Et après, c'est couplé avec les autres études qu'on a vues, parce que comme vous avez des approches un peu différentes en modélisation, vous travaillez ensemble ou pas? Ouais. C'est bon pour moi. J'ai juste une question, parce que le modèle filaire, finalement, va pouvoir vous donner les chargements locaux des contacts, P, Q, et c'est à partir de là que vous allez reconstruire une prédiction de durée de vie? Ou est-ce que vous partez directement sur les chargements extérieurs au câble, c'est-à-dire la tension du câble? Non, on part du chargement externe, donc extérieur. HPT, etc. Mais est-ce qu'on ne peut pas affiner justement, faire un métamodèle qui d'une part déduise les chargements locaux pour ensuite prédire plus finement les durées de vie? C'est l'étape prochaine. D'accord. Que vous voulez caler sur des essais. Voilà, sur les essais. Okay. Utiliser les essais de Parce qu'aujourd'hui, en fait, vous calez votre système sur des changements macro type. D'accord, vous ne passez pas à l'état final précis du contact. Non. Donc ma question était à dire, à ce moment-là, le modèle filaire, dans quelle mesure il contribue finalement? Non, en modèle filaire, on ne va pas l'utiliser. En fait, d'accord. Ça sera la base d'essai critique que Julien avait fait. On va élaborer un métamodèle qui prend, comme j'ai dit, un P et Q, R sigma et sigma A, et crachera directement la durée de vie. D'accord. Très bien.
Bon, mais je tiens à remercier cette présentation qui était très complète. Et puis on va passer alors à la aux dernières présentations. Qui va porter donc sur la modélisation de la fatigue d'assemblage métallique par une approche locale. Donc ces travaux qui sont développés par l'ONERA de Châtillon et l'ONERA de Lille. Et donc la présentation est donnée par monsieur Maxime Nut. Bonsoir à tous. Donc oui, je vais clôturer cette journée donc avec mes travaux de thèse qui portent sur la modélisation de la fatigue d'assemblage métallique donc par une approche locale. Donc comme on vient de le dire, c'est des travaux ONERA supportés par Dassault Aviation. Donc voilà. Et je vais vous présenter un petit peu la position du problème. Donc on s'intéresse particulièrement donc aux produits Dassault Aviation et on porte sur les assemblages d'aluminium 2024, donc 2 tôles d'aluminium qui vont être boulonnées avec une vis en acier. Donc Dassault Aviation nous a proposé cette problématique où ils se sont rendus compte que dans certaines de leurs structures, notamment les nouvelles structures, ils avaient certains problèmes de fatigue et d'amorçage prématuré sur certaines pièces. Ils se sont notamment rendus compte que ces amorçages se situent dans des zones de sollicitation complexes qui peuvent être parfois aléatoires et multiaxiales. Et donc, ils se posaient justement la question de la localisation et l'instant de l'amorçage en fatigue. Ils se sont rendus compte, notamment avec certaines études préliminaires, que la multiaxialité avec une influence assez importante dans ces zones-là. Et donc, ils nous sont demandé de développer une méthode de prévision de la tenue en fatigue pour adapter à ces zones-là. Donc, vis-à-vis de la méthodologie de calcul de durée de vie, comment on voit la chose à l'ONERA. Donc on va d'abord proposer une identification de loi de comportement du matériau, quelque chose d'assez classique. Cette loi de matériau va nous servir de réaliser des simulations 3D complexes, représentatives le maximum possible de nos essais en plasticité cyclique, pour ensuite appliquer justement un modèle de fatigue qui va être développé au cours de la thèse, en post-processing du calcul 3D complexe en plasticité. Donc voilà comment va s'organiser le plan de la présentation. Premièrement, je vais vous présenter rapidement l'identification de la loi de mon matériau en 24, donc avec des essais classiques, donc monotones et cycliques, et bien sûr des essais de fatigue uniaxiale. Et ensuite des essais un peu moins standards, on va dire, avec la machine biaxiale qu'on a à l'ONERA, avec des essais de comportement et de fatigue biaxiale. J'aborderai ensuite les essais de fatigue sur assemblage uniaxiaux et multiaxiaux, quelque chose d'assez innovant. En parallèle justement d'un couplage essai-calcul 3D d'assemblage que j'ai commencé au cours de ma première année. Finalement, je vous présenterai rapidement le modèle de prévision de durée de vie auquel on a imaginé et qu'on souhaite mettre en place pour cette étude et qui est censé être la partie la plus importante de ma thèse. Donc au niveau de l'identification de la loi matériaux aluminium 2024, donc comme je l'ai précisé juste avant, ça va servir justement pour les calculs 3D d'assemblage et le but ce sera d'atteindre le cycle plastique stabilisé avant l'application du modèle de fatigue. Les objectifs seront assez simples, on va dire, c'est obtenir une loi cyclique représentative du matériau, que ce soit en uniaxial et en biaxial, donc ça sera validé justement grâce aux essais multiaxiaux sur la machine dont j'ai parlé. Et le but sera de s'assurer une bonne prédiction des contraintes dans les simulations d'assemblage, tout en ayant une loi matériau assez simple, on va dire, qui ne demande pas trop de temps de calcul et de difficulté de convergence. Donc on va utiliser une matrice expérimentale de caractérisation assez simple avec des éprouvettes cylindriques et biaxiales. Donc cette première partie a été réalisée récemment. Donc on a une loi assez simple, une loi élastoplastique avec un écrouissage isotrope non linéaire et 3 cinématiques non linéaires, dont je présente rapidement les résultats là. Qui a été identifié en uniaxial. Donc on est assez satisfait pour l'instant de ce comportement-là. On va pouvoir justement l'injecter dans nos simulations 3D complexes. Il faudra juste avant tout, ce qui est quand même juste, on va dire, on va quand même devoir passer par une validation sur les éprouvettes biaxiales. Donc ça c'est la prochaine étape qui arrive avec les essais sur les éprouvettes multiaxiales. Maintenant je vais vous présenter justement les essais, des essais de fatigue sur assemblage uniaxiaux. Il est mort ? Non, c'est bon, pardon. Donc les essais uniaxiaux, c'est quelque chose d'assez standard et assez simple et connu par Dassault Aviation, mais aussi par pas mal de gens qui font des assemblages. Donc sur des éprouvettes monoboulons, 2 boulons, ou justement des éprouvettes, ce qu'on appelle des OS, donc juste des trous habités, donc où il n'y a aucune contrainte de matage.
Donc ces essais assez standards auprès de Dassault Aviation nous permettent de valider certaines choses, notamment ça va surtout nous servir à la validation de la mise en place numérique du problème, c'est-à-dire que en couplant avec nos simulations 3D, et grâce à une instrumentation assez riche, on va valider justement nos simulations numériques. Donc pour cela, on a une grosse instrumentation sur nos essais, à savoir un déplacement hors plan au niveau de la plaque supérieure, un extensomètre virtuel, et ça va justement également nous permettre de valider le contact frottant, l'influence du boulon sur nos simulations numériques. Pardon. Ça nous permettra bien évidemment également d'observer l'influence de la contrainte passante vis-à-vis de la contrainte de matage, justement grâce à nos différentes géométries, et à terme de valider notre modèle de fatigue, on va considérer uniaxial, enfin dans des cas de sollicitation uniaxiale, même si on sait très bien qu'au bord de trou, on va être totalement multiaxial. Je parle justement d'essais uniaxial parce qu'ensuite on va s'intéresser à des essais multiaxiaux un peu plus innovants, on va dire, justement sur la machine qui présente 4 vérins à 90 degrés, où on va proposer notamment des géométries innovantes représentatives de cas structure. Donc là, on vous en montre une première qui a déjà été un petit peu testée à l'ONERA. Ce qui va nous permettre justement de jouer en fonction de des problématiques Dassault Aviation sur les orientations des contraintes passantes et de matage. Et également, en parallèle des simulations, ça va nous permettre de proposer des critères adaptés aux chargements multiaxiaux, donc des critères en contrainte ou en déformation, et justement à terme de valider les modèles ONERA et Dassault Aviation de fatigue et donc de prévision de durée de vie sur des cas multiaxiaux. Donc en parallèle de ces essais uniaxiaux mais également multiaxiaux complexes, on va tenter de mettre en place, on va mettre en place des calculs 3D d'assemblage représentatifs, on va dire, afin justement d'obtenir des champs de contraintes de déformation le plus prédictif possible. Et le but, ce sera justement de ressortir les champs mécaniques locaux et les zones de localisation de la plasticité afin d'en ressortir des critères d'amorçage. Donc les calculs seront des calculs assez complexes en essayant d'intégrer toutes les non-linéarités, donc une loi matériaux plastiques, le frottement entre les plaques et l'insertion de la prétention de serrage. Donc pour cela, on utilise le code de calcul élément fini. Comme ça a été dit précédemment, développé par Transvalor, les mines et l'ONERA, où justement ça nous permet d'intégrer justement notre lot de matériaux élastoplastique de l'aluminium que j'ai identifié précédemment. La gestion du contact, donc c'est un contact qui a été introduit récemment avec la thèse de Bassava-Akula, qui utilisait une méthode mortard, donc on l'utilise avec une loi de frottement sec, et on insère la prétention avec quelque chose d'assez standard, l'utilisation d'un champ thermique, donc une contraction, dilatation thermique au niveau du fût du boulon. On va ensuite, à partir de ce calcul Z7, on va relever justement les champs de contraintes qui nous intéressent pour ensuite utiliser un Z-post, donc en post-processing. On va appliquer la loi de fatigue au travers de sorties de calcul spécifiques, donc qui seront à définir en fonction de l'assemblage et en fonction du critère le plus adapté. Donc ça pourrait être la contrainte, la déformation, la plasticité cumulée. Ça va être quelque chose qui va devoir être défini, tout en pensant qu'on aura une certaine nécessité au maximum d'atteindre le cycle stabilisé, si c'est possible, en fonction des temps de calcul et tout ce qui s'ensuit. Donc au cours de la première thèse, des 18 premiers mois, là j'ai eu l'occasion de pas mal travailler sur une simulation d'essai simple boulon que je vais vous présenter juste ensuite. Donc là on voit justement la simulation, donc c'est un assemblage assez simple de plaques d'aluminium, donc on est asymétrique parce qu'on a une plaque fine et une plaque épaisse, donc de 3 à 5 mm, avec un trou de 6 mm, une loi de frottement de type Coulomb assez standard pour le moment, un paramètre de frottement de 0,1. Et donc on tente un essai de fatigue en rapport de charge en contrainte 0,1 pour éviter justement d'aller en flexion et donc d'éviter tout flambement. Donc c'est quelque chose d'assez classique. On arrive pour le coup à bien faire converger le calcul. On voit justement au début la première partie, donc là j'ai enlevé la vis juste pour des questions de visualisation. On voit une première partie où justement, là ça me montre les contraintes, ça doit être les contraintes de Mises, où justement c'est la prétention et ensuite on va cycler sur la plaque supérieure et inférieure. Donc le but, ça va être justement de mettre cette simulation vis-à-vis de nos essais mécaniques. Donc les premiers essais mécaniques ont été réalisés il y a moins d'un mois, donc j'ai pas eu le temps de
de plus les dépouiller, mais j'ai pu rapidement, pour cette présentation, vous présenter les premières comparaisons d'essais calculs, où on voit qu'on n'est pas bon pour l'instant. C'est-à-dire qu'on a un facteur 2 justement sur le déplacement hors plan. On a mis un déplacement hors plan justement, un capteur du hors plan justement sur la plaque supérieure, là où on voit le maximum de déplacement hors plan. Et on va justement se servir de ces données-là, mais également, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'extensométrie virtuelle pour justement recalibrer notre simulation. On peut jouer par exemple sur le coefficient de frottement, également sur la prétention que je vais appliquer. Enfin, il y a pas mal de choses sur lesquelles je vais pouvoir jouer. Donc pour l'instant, comme je l'ai dit, j'ai pas eu l'occasion, mais voilà, à terme, le but ce sera d'avoir quelque chose qui colle au maximum de notre expérience pour ensuite être sûr qu'on soit prédictif au niveau justement des contraintes qu'on observe dans notre matériau. Et justement, l'intérêt, une fois qu'on sera prédictif, on pourra en sortir un petit peu ce qui va nous intéresser. Donc par exemple, là j'ai mis quelques exemples. Des contraintes équivalentes, par exemple Mises, les contraintes principales, la trace des contraintes, ou encore la plasticité cumulée. Donc là, on voit pas trop, mais véritablement au bord du trou, on a une forte plasticité cumulée. Donc de nombreux outils qui vont nous permettre d'alimenter le modèle de fatigue et la définition d'un critère adapté. Donc justement le modèle de fatigue que je vais vous présenter par la suite. Donc je précise vis-à-vis des questions qui ont été présentées précédemment, c'est justement un critère de fatigue plutôt d'amorçage et non pas de propagation, donc c'est pas de la loi de Paris, c'est vraiment de l'amorçage. On considère qu'il n'y a vraiment pas de propagation. Une fois qu'une fissure s'amorce, ça casse très rapidement. Donc premièrement, pour des sollicitations simples cycliques, on a choisi le modèle de Chaboch cyclique uniaxial. Donc c'est quelque chose qui a été proposé à l'ONERA, qui a présenté de très bons résultats sur des alliages métalliques et qui est plus ou moins relativement connu, on va dire. Donc c'est un modèle cyclique justement, donc des D sur DN, qui prend en entrée justement la contrainte max et la contrainte moyenne. Quelque chose d'assez classique et dont l'identification a été faite sur des éprouvettes cylindriques uniaxiales. Donc on peut voir à gauche des résultats d'essais fournis par Dassault Aviation et en violet le modèle de Chaboch qui a été utilisé. Donc là, c'est pour le modèle cyclique en uniaxial, on est assez content, sauf que comme on l'a dit et comme vous le savez très bien, au bord d'un trou, oui, on a une concentration de contraintes, mais bien sûr, on est fortement multi-axial. Donc là, justement, j'ai tracé au niveau du point rouge sigma 1, sigma 2, sigma 3, 3, et on voit fortement une forte multi-axialité. Et donc, on va avoir cette question du passage en multi-axial, où l'avantage justement du modèle de Chaboch, c'est qu'on a la possibilité, c'est juste une boîte à outils, je veux dire, où on va avoir la possibilité de choisir dans de nombreux critères, on va dire. Par exemple, pour la contrainte maximale équivalente, on aura le choix, par exemple, pour passer en multi-axial, d'utiliser Mises ou Tresca ou Fatémy Saucier. Pareil pour la contrainte moyenne équivalente, on sait que c'est très important en fatigue, ça joue un rôle quand même clé sur la durée de vie, et ça va être très important. Donc là, on va pouvoir choisir justement entre des paramètres de style Cines, Crossland, ou rien que des combinaisons linéaires entre la trace ou autre. Donc ça, c'est une question qui va se poser, et pour justement valider quelle contrainte maximale, quelle contrainte moyenne, quels critères prendre, ça sera validé justement sur les essais multi-axiaux, biaxiaux, juste sur le matériau, mais également sur les essais multi-axiaux d'assemblage. Donc, une première application du modèle de fatigue en post-processing, donc juste avec des critères simples, donc Mises et la trace pour la contrainte moyenne, a été appliquée sur mon essai ANS, qui n'est pas forcément très juste, mais juste pour voir un petit peu ce que ça donnait. Ça a intéressé notamment Dassault. Ce qu'on peut dire, c'est que donc, d'un point de vue durée de vie, il n'est pas prédictif. Pour l'instant, on est bien en dessous de ce qui est prévu, mais ce qui peut être intéressant, c'est de voir justement les zones d'amorçage. Donc, pour l'instant, c'est indiqué une zone d'amorçage minimum au niveau de points critiques, vraiment au niveau de la symétrie, ce qui peut être notamment dû aussi aux effets de gradient de contrainte et d'échelle. Mais ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on a une zone importante d'amorçage, donc située ici, qui correspond plus ou moins à ce qu'on a pu observer au cours des 3 essais mécaniques qu'on a eu l'occasion de faire sur des assemblages, donc avec un amorçage de la fissure légèrement hors alésage, dû notamment à l'application assez importante de la prétention. Donc c'est assez intéressant de voir ça. Encore une fois, comme je l'ai dit, le modèle pour l'instant n'est pas du tout calibré, donc c'est pas surprenant qu'on ne soit pas prédictif.
Et pour finir, donc là c'est dans le cas de... On se pose la question, Dassault est quand même venu avec une problématique, comment faire dans le cas de sollicitation complexe multiaxiale, et dans le cas où on ne serait pas cyclique, ce qui peut arriver. Et donc pour justement s'affranchir de la notion de cycle en multiaxial, on a fait notamment le choix d'un modèle de fatigue incrémentale en temps. Donc c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un DD sur DN, on va justement faire un D point. Et donc on va suivre justement l'évolution de l'endommagement au cours du cycle. Et donc pour cela, juste on part du modèle de Chaboch qu'on dérive vis-à-vis de la contrainte vis-à-vis de sigma en faisant certaines hypothèses. Et ensuite on pourra appliquer justement ce modèle en suivant un chargement complexe. Donc ce premier modèle en uniaxial, encore une fois, j'ai pas eu le temps de le passer en multiaxial parce que de toute façon on n'a pas le bon critère adapté. Ce premier modèle a été identifié en uniaxial et on voit que justement le modèle uniaxial incrémental en temps suit le modèle cyclique, donc c'est quelque chose de logique étant donné qu'on a juste dérivé et que d'un point de vue théorique c'est censé suivre, mais au moins c'est assuré de ça. Donc maintenant il reste à passer le passage en multiaxial et également la question de la contrainte moyenne, comment faire en incrémental en temps. Ça c'est une question que je ne développerai pas cette fois à cet exposé. Donc d'un point de vue conclusion et perspective, au niveau conclusion, comme on a déjà un petit peu avancé sur les essais, également sur les simulations, on arrive à des choses assez prometteuses. Le modèle justement de fatigue arrive, mais donc là les paramètres les plus importants à faire justement c'est les essais de comportement et de fatigue en multiaxial, donc sur les éprouvettes biaxiales comme on voit là, afin justement de valider la loi de comportement et le modèle de fatigue biaxiale. Les essais d'assemblage uniaxiaux associés aux simulations 3D numériques, afin justement de valider les simulations numériques, valider la loi de fatigue sur des cas simples, et enfin les essais d'assemblage multiaxiaux complexes qui permettront de valider la loi de fatigue et justement le modèle de prévision de la durée de vie. Donc voilà, merci de votre attention si vous avez des questions. Merci pour ce très bel exposé. Donc on a le temps pour quelques questions. J'ai une petite question. Dans les démarches d'identification, vous avez utilisé un coefficient de frottement de 0,1. Qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre pour justement identifier ce coefficient de frottement, puisque c'est un élément, à mon avis, important. C'est un élément très important. Pour le coup, on va plutôt s'en servir de paramètres plutôt de... Bon, on va déjà, bien sûr, j'ai regardé dans la littérature. Déjà, j'ai mis 0,1, c'était juste histoire de faire tourner mon calcul. Je vais rapidement monter à 0,2, ce qui est un truc assez classique. On n'a pas prévu justement d'identification du paramètre de frottement plus que ça. On pensait peut-être plutôt s'en servir comme outil au cas où si ça, enfin justement pour calibrer peut-être un petit peu la simulation plutôt qu'autre chose. Enfin, je pense qu'il y a aussi moyen de le mesurer. Oui. Je pense qu'il y a possibilité aussi de le mesurer. Est-ce qu'il y a une autre question ? Merci pour la présentation. Une question sur on va dire la tolérance entre le boulon et le trou. Il y a du jeu. Ouais. Ça aujourd'hui, ça veut dire quand le modèle aujourd'hui et ce qui est testé, ça va corréler. Est-ce que si on modifie ce jeu par la suite, le modèle est encore valable ou il faut recaler le déplacement, le flambage au départ ? J'ai envie de dire, si on fait une simu justement qui va prendre une simulation 3D complexe, justement on modélise vraiment ce jeu, j'ai envie de dire que en théorie, enfin j'aimerais, dans un monde idéal, j'aimerais justement que ensuite les contraintes qui en ressortiront seront adaptées justement au jeu, enfin seront cohérentes avec le jeu qu'on observera. J'aurais envie de dire, si on fait une bonne simulation justement avec le vrai jeu, que ensuite le modèle serait prédictif et serait cohérent avec ce qu'on attend. Après pour l'instant je peux pas l'assurer. Je peux pas l'assurer pour l'instant. Je sais pas. Plus que ça. Alors, j'ai une dernière question.
Enfin, dans ces problèmes de contact, vous avez des très forts gradients de contraintes. Ouais. Quelle va être votre stratégie justement pour intégrer ce point-là, sachant que souvent ça a une influence presque supérieure, je dirais, au choix du critère. Absolument. Justement, pour l'instant, il y a deux options qui sont envisagées. Donc, ça sera pour le modèle de fatigue classique. Donc, la première option dont on a parlé, excusez-moi, je me rappelle plus de votre prénom tout à l'heure. Donc, ça serait les distances, style distance ou volume critique. Donc, on se met justement à une distance critique et on fait un champ moyenné plus ou moins de la contrainte à cet endroit-là. Donc, ça, c'est une première partie. Il y a des résultats qui montrent que ça fonctionne plutôt pas mal. Il y a d'autres résultats qui montrent que ça fonctionne pas très bien au niveau de l'ONERA. On a vu que c'était pas forcément top sur 2-3 thèses. Une autre possibilité, c'est des approches probabilistes où justement on va plus proposer une réponse exacte, mais justement on va encadrer la réponse et ça va donner des quartiles qui vont estimer à peu près ça. Donc c'est les deux approches dont pour l'instant on parle. Qui seront on testera probablement les deux, à voir laquelle des deux est la plus donne des résultats plus adaptés. Merci. Donc, on va clore donc la session. Donc, je voudrais remercier tous les orateurs. Et maintenant, je laisse la parole aux organisateurs pour la suite de la journée. Donc on va attaquer la partie la plus pénible de maintenant. Donc ça va consister à aller dehors, prendre l'air, attendre quelques instants le temps que l'organisation du convoi s'achemine vers notre lieu où on va dîner tous ensemble. Et s'il y en a qui souhaitent laisser des affaires ici, c'est possible parce qu'on va fermer l'amphi, mais par contre vous n'y accéderez que demain matin. Voilà. Et pour ceux qui ont des voitures, une consigne importante, pour ceux qui auraient mis une voiture à l'intérieur de la cour, pensez à la sortir pour la mettre dans la rue parce que la cour va être fermée à 19h et après vous n'avez plus accès en fait à cette cour. Voilà, et le soir en revenant, comme vous l'a dit Muriel, il y aura donc, on va remonter à pied, vous pourrez récupérer vos voitures pour partir ensuite vers vos logements.